La tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à la tablée des femmes. Je vais dire bonsoir à mes super co-animatrices, Tam et Jess. Hello. 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 Et à notre invitée de ce soir, Miss Winnie G. Hey, Hello, hey. Winnie. Hello, Win-Win. Hello. Merci d'être parmi nous, Winnie. On va cheers on that parce que ça mérite un petit cheers. Yes. Ce soir, on va parler des dames de l'histoire. Et qui est le mieux placé pour parler de ça? C'est Miss Winnie G, qui n'est pas étrangère à la tablée des femmes. Elle est déjà venue dans un épisode à une saison précédente. Puis, ce qu'on adore, puis pourquoi on veut la réinviter, parce qu'elle nous amène des informations importantes, nécessaires et pertinentes. Tu es une passionnée d'histoire. On le voit à travers tes plateformes. Hein, tu veux vraiment promote, si on peut dire, la culture noire. Que ça soit que c'est des contes pour enfants, des cours de créole, des cours d'histoire. Tu prends ton temps pour te perfectionner afin d'atteindre la beauté de la connaissance. Ça, c'est tes mots. On va partir tout de suite, on va parler des dames de l'histoire qu'on a choisies. Tu sais, on en a sélectionné 6. Il pourrait en avoir, on le sait, hein, plusieurs encore. Mais on voulait un peu approfondir nos connaissances sur ces dames-là. Fait que je laisse Jessica commencer avec une des premières qu'on va parler. Oui. Alors, Winnie, si je dis Ndinga Mbandi, qui est la reine de Ndongo, qui est actuellement l'Angola aujourd'hui, cette femme, elle a résisté aux colons portugais et a régné pendant 40 ans. Alors, que peux-tu nous dire de cette femme? Wow! Donc, la Zinga. Oui. Donc, c'est ça, c'est le N et on l'avale. Hein. Zinga. Zinga. Okay. Zinga. C'est un peu comme le M en créole qu'on dit moins. Content. Content. Zinga. 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 Merci beaucoup. Tu vois, on a déjà commencé à apprendre. C'est exactement ce que je pensais. Comme tu vois, on apprend déjà. Voilà. Ça commence comme ça. Donc, ben oui, Zinga, c'est une grande reine africaine. En fait, elle est tellement populaire que ça a dépassé l'Angola. Parce qu'à la base, on sait que son territoire, le Ndongo, le Ndongo, on sait que c'était dans l'actuel Angola, mais elle a dépassé l'Angola. C'est vraiment une figure africaine très, très, très populaire. D'ailleurs, il y a une vague de prénoms Nzinga dans la communauté panafricaine. Et bon, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Qui elle est? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, on veut savoir qui elle est. 40 ans là, de reine. Ouais. Comment elle a fait ça? Comment elle a tenu 40 ans? Wow, tu vois, ça, Tamar, c'est extraordinaire comme question. Parce que s'il y a quelque chose qu'on a pu voir dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois que c'est une femme qui dirigeait, c'était toujours comment elle fait pour tenir. Parce qu'on essaye toujours de leur mettre des bâtons dans les roues, que ce soit pour les marier avec quelqu'un ou pour essayer de les remplacer par le fils de leur frère ou whatever. Quand on regarde dans l'histoire, ça a toujours été un problème pour les femmes de régner longtemps parce qu'on essaie de les caser, de se dire le royaume n'est pas vraiment entre les mains d'une femme. Donc, c'est extraordinaire de voir qu'une reine, une grande reine, ait régné aussi longtemps en Afrique, pendant 40 ans. C'est extraordinaire. Donc, Nzinga, elle est née dans le Ndongo. Seulement là, il faut vraiment que je vous mette dans le contexte, OK? On est à la fin du 16e siècle, d'accord? Les Portugais ont réussi à trouver l'embouchure du fleuve Congo, donc comme on se rend dans le centre de l'Afrique, parce qu'ils ont commencé par l'Afrique de l'Ouest au début. Je suis désolée, j'ai la carte dans ma tête, je vous dis. Ouais, non, c'est vrai. Puis moi, je suis là, je suis comme, go. Il
J'ai la carte dans ma tête, je suis désolée. OK, on va imaginer la grosse carte de l'Afrique, OK? Ouais. Le Sénégal est ici. OK, on est vraiment sur la côte ouest. Et Zinga va être au milieu, là, comme Afrique centrale. On sait que les Portugais sont arrivés par l'Afrique de l'Ouest en premier, Sénégambie. Et tranquillement, ils vont descendre les côtes. Et très longtemps, ils vont essayer de percer, de rentrer en Afrique centrale, dans le royaume Congo, par exemple, mais c'était très difficile à cause du grand fleuve, des forêts. Vraiment, c'est un territoire qui est très entouré de forêts tropicaux. Donc, du coup, c'était plus difficile pour eux de pénétrer dans ce territoire. Donc, à la fin du 16e siècle, ils ont réussi à rentrer dans le centre de l'Afrique, donc le cœur de l'Afrique. Et c'est exactement dans ce contexte-là qu'on est avec la reine Zinga. Donc, elle, c'est pas elle qui a accueilli les Portugais, c'est surtout son grand-père. Et donc, sur le règne de son grand-père, les Portugais sont arrivés, son grand-père s'est converti, et bien sûr, il y a le troc qui se faisait, le commerce qui se faisait. Même chose avec le père de Nzinga. Donc, Nzinga, elle va naître en 1583. Donc, vraiment, on est à la fin du 16e siècle. Et lorsqu'elle naît, c'est pas une jeune fille comme les autres. Non seulement elle est charismatique, elle a beaucoup de leadership en elle, et son père, il le ressent. Normalement, une jeune fille, on va la caser, elle va être avec les autres filles de son âge, on va lui trouver un mari, mais son père avait déjà vu cette flamme en elle. Donc, elle assistait son père depuis qu'elle était toute petite, malgré qu'elle avait un frère, parce que c'est le fils qu'on prépare à être le futur roi, mais elle assistait son père, parce que son père voyait ce feu qui brûle en elle. Wow. Pour utiliser les mots de Donc, c'est ça. Donc, c'est pas vraiment une surprise qu'on sait l'enfant de Nzinga, parce que c'est pas toutes les jeunes filles qui ont une enfance comme ça, qu'on leur permet de seconder leur père qui est roi. Donc, c'est ça. Sa curiosité, elle va assister son père, elle va être dans le monde politique, elle connaît les enjeux, autant en Afrique centrale, dans le Ndongo, qu'au Portugal. Parce que ça c'est vraiment important. Il y a beaucoup de batailles qui se sont perdues en Afrique, justement parce que les gens ne connaissaient pas les enjeux qu'il y avait en Europe. C'était vraiment très réduit à notre village. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez Nzinga. Elle savait exactement ce qui se passait au Portugal. Elle connaissait les enjeux. Elle savait que, wow, tous les Blancs ne sont pas pareils. Eux aussi, ils se battent entre eux. Donc, je dois savoir qui se bat avec qui pour que cette personne-là ou ce pays-là devienne mon allié. Elle était vraiment très, très, très intelligente. Oui, effectivement. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de Nzinga, c'est qu'elle est très réfléchie comme personne. Et à la mort de son père, bien sûr, son frère va remplacer son père. Et son frère, bon voilà, tout va bien, c'était son destin, il devient le roi du Ndongo, voilà. Seulement, les premières traces qu'on a de Nzinga remontent à 1622. En fait, ce qui se passe, c'est que le frère a toujours vu qu'elle était influente. OK, la noblesse, tout le monde la respecte, elle a un beau statut. Donc, elle était toujours encore dans le milieu politique. Et son frère, excusez-moi, qui voit que, waouh, elle a beaucoup de leadership, pour se débarrasser de pourparler qu'il avait avec les Portugais, il envoie sa sœur en se disant, ben, elle sait comment faire, c'est correct. Et nous, aujourd'hui, on parle de ça en 2021, on se dit, mais comment est-ce qu'un roi va envoyer une femme discuter avec des Portugais sur l'avenir de son royaume? On le pense aujourd'hui, puis on se dit, mais ça fait pas de sens. Mais quand vous regardez le continent africain, vous vous rendez compte que c'est pas des exemples comme ça qui manquent. Le continent africain, c'est le continent qui a eu le plus de femmes leaders. Donc, pour nous, en 2021, avec notre mentalité eurocentrique, ça peut nous paraître comme, oh, wow, c'est avant-gardiste, wow. Mais pas pour les royaumes africains. Les autres, c'est normal. Exactement. Donc, mais c'est quand même un fait extraordinaire de voir la confiance quand même qu'il accordait à sa sœur, et elle va aller négocier avec les Portugais. Là, négocier avec les Portugais, c'est une question de vie et de mort, littéralement. C'est même pas pour exagérer, c'est une question de vie ou de mort, parce qu'il y a le trafic des esclaves qui passe par les côtes du Ndongo. Et les rois africains n'ont jamais été à l'aise avec ça. Mais quand tu as un fusil sur ta tête, tu apprends à fermer les yeux. Donc, c'était dans les enjeux, justement, de savoir la position du Ndongo. C'était aussi dans les enjeux des prisonniers du Ndongo que les Portugais avaient
avait capturé, il y avait un fort très important à Luanda que les Portugais possédaient, etc. Il y avait plein d'enjeux vraiment importants que tu dis non, le roi doit être là en personne. C'est des enjeux de vie ou de mort parce que ça va avoir des répercussions sur les générations à venir. Et c'est Zinga qui va à la rencontre du gouverneur portugais. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on entend parler de la grande Zinga. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle arrive pour rencontrer le gouverneur portugais, excusez-moi, hein, je suis une conteuse en même temps. Fait que... Nous, on est passionnés, là, on écoute. Ouais. Moi, j'aime ça. Ceux qui écoutent aussi, là, les auditeurs, auditrices sont comme « What? » C'est que papa. Fait que quand elle arrive pour rencontrer le gouverneur portugais avec tous ces préjugés que vous pouvez déjà imaginer, non seulement préjugés raciaux, mais aussi sexuels, parce que c'est une femme, hein, c'est quand même un occidental qui vient, et puis voilà, on lui envoie une femme pour négocier. Donc, déjà, la façon qu'il accueille Zinga, qui est une princesse de sang royal, c'est pas n'importe qui, il a un siège pour s'asseoir, un siège officiel, et il met un paquet de paille par terre et il lui demande de s'asseoir dessus. Habituellement, c'est les serviteurs qui vont s'asseoir sur ça, tu vois. Voyons. Et Zinga, qui avait toute sa cour royale qui la suivait, ses femmes, ses servantes, etc. Tout le monde était là. C'est une princesse qui vient à ta rencontre. Et lui, c'est ce morceau de paille mis par terre qui lui demande de s'asseoir. C'est une façon de lui rappeler son rang. Parce que non seulement l'envahisseur vient chez toi, mais tu es inférieur à l'envahisseur chez toi. OK? Voilà. Donc, quand Zinga, elle voit ça, elle qui justement, elle connaît tous ces petits trucs-là. Hein. N'oubliez pas, les Portugais étaient là depuis son grand-père. Donc, elle fait signe. On dit que c'était une femme très autoritaire. Elle fait un regard à une servante et la servante arrive, elle se met à quatre pattes, puis elle s'assoit comme ça, sur le dos de la servante. Et là, elle dit au gouverneur, maintenant, on peut parler d'égal à égal. Et lui, il est sous choc. Il est sous choc comme c'est qui elle. Parce que c'est un jeu de manipulation. Il y en a qui se laissaient avoir comme, OK, bon, d'accord, je m'assois par terre. Mais c'est un jeu mental aussi. En acceptant ça, c'est que tu dis à l'autre, ben, on n'est pas d'égal à égal. C'est comme ça la première fois qu'on a vraiment entendu parler de Zinga, comme vous voyez, c'est pas n'importe qui. Non. Pas du tout. C'est pas Et donc, c'est pas mal comme ça que la légende de Zinga a commencé. Elle continuait bien sûr à négocier, puis elle a bien négocié avec les Portugais. Ils étaient surpris, non, elle n'a pas négocié comme une femme, parce que les Portugais, ils ont dit, bon, une femme, elle est douce et gentille. Non, non, elle a négocié des deals pour son royaume. Et par la suite, on sait que son frère va mourir. Son frère a eu beaucoup de défaites durant son règne. Il n'a pas régné longtemps, mais il y avait beaucoup de défaites, que ce soit les deals avec les Portugais ou le fait que les Portugais ne respectaient pas les deals qui étaient passés avec eux, chose qui arrivait tout le temps. Ben, ça tombait sur le dos du roi, que c'est le roi qui ne pouvait pas diriger son royaume. Si les Portugais avaient signé la paix, par exemple, puis finalement on se retrouve avec une guerre, ben, c'est à cause du roi. Donc, on sait que son frère va mourir dans de drôles de circonstances. Dans ces drôles de circonstances, parce qu'il semblerait, selon certaines versions, que ce soit Zinga qui ait empoisonné son frère. Oui, il semblerait. Mais gardez en tête, là, ces histoires-là, là, j'étais pas là. On va garder c'est la belle image de Zinga. Oui, c'est ça. Mais gardez en tête que Zinga avait un fils et son frère avait fait tuer son fils. Il a éliminé toute concurrence. OK? Ça, on le sait. Et le frère avait un fils aussi. Bon. Ça, c'est la partie un petit peu moins voilà, moins reluisante. Finalement, son frère va décéder et elle va prendre la place de son frère en disant, ben, écoutez, son fils est trop jeune pour régner. Puis quand il aura l'âge de régner, ben, je vais lui donner la place. Puis voilà, c'est tout. Seulement, c'est pas ce qui a été fait. Parce que le fils en question est décédé aussi. Il a été tué. Le fils a été tué. Je vois la face de ta mère comme « Oh! » Tout le monde meurt dans cette histoire-là. Non, tout le monde meurt. Mais le fils a été tué et selon les historiens, c'est elle qui aurait fait assassiner le fils pour pouvoir être légitime. Et c'est à partir de là qu'elle va vraiment devenir la reine Zinga.
et elle va régner pendant 40 ans, être sur C'était pas juste une reine qui était assise dans son château, elle était vraiment sur le plancher, comme on dit, avec ses soldats. Elle était à cheval avec eux pour aller attaquer l'ennemi. C'était cette reine-là. Donc, comment est-ce qu'elle a fait pour garder son trône pendant 40 ans? C'est que pendant 40 ans, elle était avec son peuple, que ce soit dans les villages, que ce soit à cheval avec ses soldats, où elle les encourage avant une bataille, elle était là. Donc, ce n'était pas une reine imaginaire dans son château. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec elle, parce que même à l'âge de 60 ans, on dit qu'elle était encore à cheval avec ses soldats. Donc, c'est extraordinaire de penser que quelqu'un puisse être aussi croire autant dans une cause, parce que la cause a toujours été de défendre son royaume contre l'invasion portugaise. Et bien sûr, vous savez comment ça fonctionne. L'envahisseur arrive, il prend une partie du territoire, puis tranquillement, il en prend d'autres, il en prend d'autres, il en prend d'autres. Et un des enjeux, justement, durant le règne de Nzinga, pourquoi Nzinga dépasse le Ndongo, pourquoi Nzinga dépasse l'Angola, ben, c'est parce qu'elle avait mis son pied à terre par rapport à la traite des esclaves. Elle ne voulait pas que son royaume participe à ce génocide humain, et elle a tenu tête vraiment à l'envahisseur portugais pendant 40 ans de règne. Donc, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de penser qu'une femme... C'est ça, les gens ont besoin d'avoir, quand il y a quelqu'un qui règne, soit avec le peuple. Exact. C'est normal qu'elle est restée 40 ans. Dès que tu t'identifies avec le peuple, tu rentres dans la masse, tu montres je suis comme vous. C'est sûr que les gens vont toujours vouloir qu'elle reste. C'est magnifique. Elle a une preuve de force, de courage, d'audace. Yes. À sa servante, mets-toi à capable, je monte sur toi là. Elle n'a même pas eu besoin de le dire. La servante savait. Déjà, la servante, c'est comme, hein, comment ça, tu demandes à ma reine de s'asseoir par terre? Elle a juste fait un regard. Moi, demain matin, je vais demander ça aussi. Là. Un autre point important avec Zinga, c'est le fait qu'elle a été capable justement de rassembler les peuples autour de toutes sortes d'ethnies. Elle a été capable de s'allier avec toutes sortes de peuples qui ne partageaient pas forcément la même spiritualité, les mêmes cultures, mais elle savait que c'était important de s'unir contre l'envahisseur. Puis un autre truc que j'aime beaucoup, beaucoup avec elle, c'est que non seulement elle s'alliait avec ceux autour d'elle, donc on sait qu'elle était alliée avec le royaume Congo, donc Congo avec un K. Et aussi, quand elle a compris que les Hollandais avaient des problèmes avec les Portugais, elle s'est dit, ben, tu sais quoi, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, et elle va s'allier avec les Hollandais justement pour pouvoir se battre contre les Portugais. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant qu'elle ait déjà cette compréhension géopolitique, tu vois. Je trouve ça extraordinaire de sa part, parce que ça a été longtemps une erreur qui a été faite par nos leaders qui étaient un petit peu trop... les lunettes, là, ça, c'était un petit peu trop fermé par rapport au reste du monde. Et let's cheers. Oui, vraiment. À cette mémoire de femme. Hein? Who run the world? Merci, t'es toujours là. On va parler de notre deuxième dame de l'histoire. C'est Marie-Sainte-Dédé Basile. Soldate, une vivante d'hier et colporteuse dans la guerre de l'indépendance. Rôle important après la mort de Dessalines. Là, on parle d'Haïti. Chérie. Fait que dis-nous un peu, là, parle-moi un peu. J'entends parler d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais on dirait que c'est jamais en profondeur. Donc, dis-moi, là, cette dame, pourquoi elle est aussi importante? Ben, en fait, Marie-Sainte-Dédé Basile, surtout appelée Défilé. D'ailleurs, je pense que c'est une des rares fois que j'ai dit son nom au complet. Là. Je dis toujours Défilé, j'aime bien. Défilé, il n'y a pas beaucoup de sources sur elle, tout simplement parce que ce n'était pas une personne qui avait une vie extraordinaire. Donc, du coup, c'est vraiment à la fin de sa vie que l'acte suprême est arrivé. Mais vous allez même voir comment elle meurt aussi. Donc, du coup, vous savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations sur elle. Donc, vous l'aviez dit, c'était une colpoteuse. Alors, c'est vraiment, une colpoteuse, c'est quelqu'un qui suit l'armée, qui s'assure d'avoir de la nourriture pour leur servir, qui peut lui acheter de la nourriture, etc. Donc, ce n'était pas vraiment quelqu'un qui avait un rôle central, comme, par exemple, Sanité Belair, qui, elle dirigeait des régiments de femmes. Donc, elle n'avait pas ce rôle-là. C'était vraiment
la petite madame, la petite marchande qui était là avec sa nourriture et qui suivait l'armée pour être sûr que les gens aient toujours assez de choses à manger. Parce qu'on n'en parle pas, mais dans les guerres, c'est pas seulement le fait de mourir par des balles, mais c'est aussi la faim. Parce que c'était une guerre de terre brûlée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'ennemi, ou même les Haïtiens, même l'armée indigène, n'hésitaient pas à brûler une ville pour être sûr qu'elle ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Donc, pas besoin de vous dire à la fin de cette guerre-là qu'il ne reste pas beaucoup de choses à manger dans la colonie pays. Donc, les terres sont ravagées, même des fois, des rivières sont empoisonnées aussi durant les guerres. Donc, d'avoir des femmes comme ça, ou pas forcément juste des femmes, mais ces colpoteuses-là qui sont là, qui font la nourriture, ben, elles sont vitales parce que ça n'en prend pas beaucoup pour que les hommes commencent à déserter l'armée. S'ils ont faim, oublie ça, ils ne vont pas se battre. Donc, ça a l'air banal comme rôle, mais c'est un rôle très important aussi. Et à la fin de sa vie, en fait, pourquoi on l'appelle défilé? C'est que durant une bataille, il y avait une bataille, mais ce n'était pas une grosse bataille. En fait, les troupes indigènes ont été surpris par l'armée de Rochambeau. Et durant cette bataille-là, elle va voir ses 3 frères mourir, donc se faire massacrer par les hommes de Rochambeau. Et elle va voir 2 de ses fils aussi se faire massacrer. Wow. Et imaginez, elle est là impuissante et elle assiste à tout ça. Et sur le coup, elle est tellement prise d'émotion qu'elle commence à crier comme aux autres. Parce que les hommes, ils étaient effrayés de voir qu'ils étaient en train de perdre cette bataille-là parce que ce n'était pas prévu. Ils ont juste été attaqués. Donc, quand elle voit ça, elle se dit non, je ne vais pas les laisser mourir pour rien. OK, ils sont morts, mais ils ne vont pas mourir pour rien. Fait que là, elle commence à crier aux autres, à les encourager. Défilez! Comme allez, en avance, restez pas derrière. Défilez! Et eux qui la regardent, ils sont comme, mais elle est possédée. Elle est comme, allez, défilez, allez. Fait que le nom est resté. Vous savez, c'est comme moi chez nous. Hein? Quand tu as ton nom, ça reste, mais le nom est resté. Ils l'ont appelé Défilé la folle, mais défilé au début, mais la folle par la suite parce qu'elle a réellement perdu la tête. C'était un choc pour elle de perdre non seulement 3 de ses frères, mais 2 de ses fils aussi. Et ça les a encouragés. Elle les faisait savoir, hey, je suis une femme, j'ai pas peur, let's go. En avant, là. Ça a été un moment très important. Ça a été la naissance du personnage, mais surtout le moment où elle va jouer le rôle de sa vie. C'est à la mort de l'empereur. Donc, le 16 octobre 1806, l'empereur Dessalines, donc le père de la patrie haïtienne, a été assassiné. OK? Et c'était une embuscade, donc c'est bon, on connaît tous les noms, voilà, on a tous les noms, on sait c'est qui les coupables. Donc, bon, à ce moment-là, c'est encore flou, on ne sait pas trop et tout. Donc, l'empereur a été massacré, il a été tué, et non seulement il a été tué, mais les hommes qui l'ont tué se sont approchés du cadavre et ils l'ont dépossédé de ses biens. OK? Ils l'ont coupé les doigts pour pouvoir prendre ses bagues, les choses précieuses qu'il y avait. Non, c'était affreux. OK? C'est vraiment très affreux. L'histoire rapporte que certains ont même pris les parties de son corps pour aller se vanter. On a tué le tyran. Et on dit que le corps était tellement méconnaissable, tellement qu'ils avaient tiré sur lui. Le corps il ne restait pas grand-chose. Et les assassins, dont Pétion, parce qu'ils croyaient que Dessalines était magique. Ce n'était pas la première fois qu'ils avaient essayé de le tuer. Et bon, à chaque fois, il s'en sortait parce qu'il avait ses gardes du corps qui étaient des femmes. Mais ça, c'est une autre histoire. OK? Bon. Donc, à chaque fois, il s'en sortait. Seulement, cette fois-là, il est mort. Et comme ils pensaient qu'il était magique, ils ont décidé de prendre plein de morceaux de son corps et de les envoyer à peu près aux 4 coins du pays pour être sûr que le corps ne se recolle pas. Okay. Il y a toujours ce petit côté mystique. C'est quand tu essaies de tuer quelqu'un une centaine de fois puis il est encore là, ben c'est ça. Fait que là, ils vont envoyer les morceaux un peu partout en disant, ben comme ça, il est vraiment mort puis ça ne va pas se recoller. Et Dédé Basile, lorsqu'elle apprend cette histoire, lorsqu'elle apprend que l'empereur a été assassiné, ça va être un gros choc pour elle parce qu'elle a toujours vraiment beaucoup aimé Dessalines. Et pour elle, Dessalines, c'était son justicier. C'était lui qui avait rendu justice à la race noire. Il avait vengé ses fils, il avait vengé ses frères et tous ceux qui étaient morts. Même avant la guerre de l'indépendance, pendant ces 200 ans d'esclavage, tu vois. Elle aimait vraiment énormément Dessalines.
Et lorsqu'elle a appris la chose, elle a décidé de se lancer dans une quête pour aller chercher les morceaux de corps de Dessalines. Donc, comme les gens pensent que c'est une folle, on ne lui donne pas d'importance, voilà, c'est beau. Donc, elle va aller de place en place, ramasser les morceaux de corps, ce qui restait de l'empereur, parce qu'on ne l'a même pas enterré en passant, parce que c'était vraiment une atteinte à sa personne. Ils n'ont même pas pris la peine de l'enterrer, c'était vraiment des morceaux. Certaines versions disent qu'il y avait des gardes qui surveillaient les morceaux de corps. Puis dans certaines versions, il semblerait qu'elle se soit battue contre ces hommes-là pour ramasser les corps, tout ce qui traînait, puis qu'elle les aurait mis dans un gros sac. Puis avec une aiguille, elle aurait essayé de recoudre le corps de l'empereur, ne serait-ce que pour lui donner une tombe par respect, par reconnaissance de tout ce qu'il avait fait comme sacrifice pour la nation haïtienne. Donc, c'est là qu'elle joue son rôle. Elle va ramasser les morceaux de corps, puis elle va les coudre. Imaginez, elle va les coudre en essayant de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Puis elle va l'enterrer à un endroit secret parce que ceux qui avaient tué Dessalines avaient pris le pouvoir par la suite. Donc, on n'avait même pas le droit de dire le nom de Dessalines sous le règne de ces assassins. Donc, ça a pris longtemps avant que l'État haïtien créer officiellement une tombe pour Dessalines, lui rendre hommage. Ça a pris beaucoup de temps et cette femme s'est assurée au moins qu'il puisse reposer en paix. Voilà. Oh, ce que j'aime, c'est juste parce que c'est une petite madame, une voisine, ta tante, ouais. qui a décidé de... C'est ça, moi, c'est ce que j'aime là, de ce côté qu'on parle aujourd'hui, que c'est des femmes que... C'est pas qu'on parle de eux à tous les jours, mais ils ont fait des choses exceptionnelles. Ouais, marquantes. Des femmes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Exactement. Ben, je l'aime beaucoup, Tédé Basile. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de sources sur elle. Elle va mourir pauvre sur la place publique. Hein. Elle n'aura pas une mort extraordinaire, mais on se rappelle d'elle. On est en 2021 et on parle d'elle. Je trouve ça extraordinaire. Elle aurait pu faire comme tout le monde, puis juste dire, bon, voilà, j'ai peur, l'empereur a été tué, ben tant pis, non. Elle a décidé, non, je ne vais pas faire comme tout le monde. Je vais l'honorer. Ça, je trouve ça extraordinaire. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, on cheers, hein, pour la deuxième femme! Super! Fait que là, on va parler de la troisième dame. Oui, ben, la dernière et non la moindre pour la première partie. Alors, Angela Davis. Si on dit son nom, on peut retenir qu'elle est quoi? Elle est militante des droits humains aux États-Unis. C'est une ancienne Black Panther. Et aussi, c'est une professeure. Oui. Ouais. Elle a le titre de doctoresse officiellement, donc elle a fait de grandes études. Elle a été professeure du département d'études féminines à l'Université de Los Angeles. Faudrait que je regarde. Mais écoutez, c'est une intellectuelle. Hein? Puis je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant avec ce personnage. Angela Davis, elle a vraiment une vie comme personne. Excusez-moi. Angela Davis a vraiment eu une vie extraordinaire avec beaucoup de hauts et de bas. Et de voir en même temps que c'est une intellectuelle. Donc, tu te dis, mais quand est-ce qu'elle a eu le temps d'aller à l'école avec tous ces mouvements qu'elle a participé? Donc, c'est extraordinaire de voir que, OK, ouais, d'accord, OK, elle a créé son temps, elle a géré son agenda. D'accord. Donc, Angela Davis, mais vous, si je vous dis ça vite comme ça, Angela Davis, c'est qui pour vous? C'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous savez d'elle? Bon, pour de vrai, c'est le mouvement Black Panther. Je savais qu'elle était dedans. J'ai vu, tu sais, même comment elle se présentait, là, son charisme et tout. Donc, c'est une femme forte, de ce que j'ai vu, mais c'est beaucoup Black Panther. C'est ce que j'entendais quand je regardais des documentaires. On voyait Angela Davis qui était là, tête d'affiche là, dans Black Panther. Puis tu vois, c'était gros cheveux afro. C'était gros cheveux afro, puis... Photo comme ça. Comme ça, ouais. Je ne savais pas nécessairement que c'était une intellectuelle, puis que tout ça, moi, j'étais plus dans le mindset de « Ah, c'est une Black Panther, là », tu sais, mais elle faisait autre chose que ça aussi. Ouais, moi aussi, droit des Noirs,
féministe, c'était vraiment ça, la activiste, ouais. tout là. Moi, quand j'entends Angela, ouais. c'est ça que je sais. Tout à fait. Elle se battait beaucoup contre le sexisme aussi. Ouais. C'est une blague féministe. Ouais, exact. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire plus? Vous avez pas mal fait le tour. Voici Angela Davis. Ouais. On a pas mal fait le tour, bien que, on dit ça comme ça, mais c'est un résumé du résumé de sa vie. Donc, tout d'abord, il faut savoir que Angela Davis, elle est née en 1943, plus précisément le 26 janvier 1943. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça fait à peine quelques semaines qu'elle a eu 77 ans. Donc, yeah. Le visage est toujours aussi fresh. Puis elle est née en Alabama, OK? Ça, c'est le Deep South, OK? Le Deep South, en pleine ségrégation. Et je trouve qu'on passe à savoir avec elle, c'est que son grand-père, donc ses grands-parents plutôt, ils avaient été esclaves. Donc, ils ont été libérés avec la guerre de sécession, nanana. C'est comme ça qu'ils ont été libérés. Mais de savoir que c'était aussi proche d'elle, que ses grands-parents avaient été des esclaves. Donc, on peut comprendre comment elle peut relate au combat de la lutte vers l'égalité des Noirs américains. Donc, elle naît en 1943 en Alabama, Deep South, et ses parents eux-mêmes, ce sont des activistes, donc ils faisaient partie de la NAACP, donc c'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part, elle vient de parents activistes eux-mêmes, et son quartier s'appelait Dynamite Hall, OK? Dynamite Hall. Pourquoi c'est un quartier? À la base, c'était un quartier de Blancs, et tranquillement, sa famille fait partie des premières familles noires qui vont venir habiter dans ce quartier-là. Et comme une chose en amenant une autre, si Winnie vient, elle amène ta mort. On vient en famille! Il y a eu une immigration. Il y a eu beaucoup de Noirs qui... c'est parce que pour un Blanc raciste, deux familles noires, c'est déjà trop. OK? On va juste garder ça en tête. Fait que tranquillement, les familles noires venaient dans ce quartier-là. Comme à la base, c'est un quartier de Blancs, il va y avoir beaucoup d'actes racistes. Et quand je vous dis raciste, c'est pas pour rien que ça s'appelle Dynamite Hall. C'est que les KKK faisaient exploser des maisons qui appartenaient à des familles noires. Juste pour vous montrer à quel point que c'était la terreur qui régnait. Pour les décourager, pour leur dire que vous n'avez rien à faire ici. D'accord? Donc, elle va grandir dans le sud vraiment où la ségrégation est très présente. Elle a déjà cette conviction que tout le monde on est tous égaux, il n'y a pas de les blancs sont supérieurs, les hommes sont supérieurs aux femmes. Elle a déjà ce mindset-là, mais elle ne le vit pas encore. Parce que quand tu regardes à gauche, à droite, la ségrégation, elle est partout dans le sud. À 14 ans, et je peux dire sincèrement que ça va être un des moments décisifs de sa vie. À 14 ans, elle va avoir une bourse pour aller étudier à New York. Donc, on est dans le Nord. Il y a une grande différence. Oui, il y a encore du racisme, mais les lois, la ségrégation, elle est beaucoup moins présente que dans le Sud. Donc, elle va aller étudier à New York et sa vie vraiment va changer à partir de là. Elle va voir la différence dans comment les Noirs vivent, comment ils sont traités aussi. Puis c'est là qu'elle va vraiment prendre conscience à quel point que dans le Sud, ils ne sont pas traités comme des citoyens. Par la suite, donc à 20 ans, elle va aller étudier en Europe, donc en France, et encore une autre révélation pour elle dans sa vie. Elle comprend que, OK, la lutte des Noirs, c'est pas juste aux États-Unis, c'est quelque chose qui est à travers le monde, les conditions dans lesquelles que les Noirs vivent. Donc, ça l'ouvre les yeux face à de nouvelles réalités. C'est même plus une question de Noir contre Blanc, parce qu'arrivant en France, là, elle entend des enjeux avec l'Afrique qui veut se décoloniser, l'Algérie qui veut se débarrasser des Français qui les contrôlent. Donc, c'est tout ça, c'est de comprendre que les luttes, les opprimés, c'est pas juste une question de couleur. Donc, ça l'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Elle va l'étudier en Allemagne aussi. Et par la suite, elle va revenir aux États-Unis. Et c'est là, bien sûr, qu'on découvre la Angela Davis que vous avez vue un peu partout dans plein de vidéos. Elle va être avec les Black Panthers. Donc, pour elle,
Oui, elle va être avec les Black Panthers. En fait, on parle très peu du fait que quand on parle des Black Panthers, les gens tout de suite en tête, ils ont le gros afro, les manifestations avec Ouais. Mais les Black Panthers, c'est tellement plus que ça. Déjà, la grande majorité des membres des Black Panthers, c'était les femmes. Donc, ce que vous voyez dans les films ou bien dans les vidéos, les hommes dans la rue avec leurs fusils, ça, c'est juste la pointe de l'iceberg, je vous dirais, parce que l'objectif du Black Panther, c'était by us, for us, aider les familles qui ne pouvaient pas se nourrir, aider des familles qui ne pouvaient pas envoyer les enfants à l'école, etc., etc. Donc, c'était beaucoup plus social que juste le fait on veut avoir des guns, puis on veut marcher. C'était très organisé. Exactement, c'était s'organiser. Et je pense que c'est très important de parler de cet aspect parce que à la fin des années 60, n'oubliez pas, les Noirs américains, ils viennent de voir Martin Luther King se faire assassiner, ils viennent de voir Malcolm X se faire assassiner. Donc, eux, alors qu'ils se disaient, ben, écoutez, le combat, la lutte des droits civiques, c'est quelque chose de juste, on doit se battre pour ça, mais de voir des leaders tomber comme ça les a beaucoup découragés et beaucoup vont rentrer à la maison et ils vont avoir peur de prendre la rue. Donc, un mouvement noir sort de nulle part et disent, non, Black is beautiful. Donc, ils reprennent les phrases de Malcolm X, ils reprennent les phrases de King, de dire, non, Black is beautiful, puis vous n'avez pas à vous cacher. On n'est pas une maladie, on n'est pas un virus dans ce pays. On a le droit d'être ici, nous sommes chez nous. Donc, je pense que les gens, ils oublient cet aspect de pourquoi les Black Panthers étaient si importants à ce moment précis-là. C'est vrai que le monde reste vraiment axé sur la violence, qu'ils avaient des armes, puis qu'ils tiraient, mais c'est pas nécessairement ça. Il y avait d'autres choses, comme tu as dit, au niveau social, puis d'être capable de dire, on est là, respectez-nous, puis nous, on va être là pour protéger. C'est comme si c'était votre police. On va protéger. C'est très discipliné. Parce que vous n'arrivez pas à nous protéger, vous. En tout cas, il faut prendre le temps de lire puis de s'informer sur les Black Panthers parce que c'est facile de juste se donner une idée sur qu'est-ce qu'ils nous montrent à la télé. Exactement. Ils vont toujours nous montrer le côté, ben, ils ont des armes puis ils ont été violents, mais c'est pas seulement ça. Ben, justement, surtout qu'on sait la fin violente que les Black Panthers, ils ont eu. La grande majorité ont été assassinés par le FBI. Et là, on en parle. Ils ont été assassinés. Il y en a encore qui sont en prison en ce moment, en 2021. Wow. C'est fou quand même qu'on y pense. Et tu as dit quelque chose tantôt qui était super intéressant par rapport au fait que vous ne pouvez pas nous protéger. Ben, le père de Angela Davis, ben, il faisait déjà partie d'une milice dans leur quartier. Comme je vous dis, il y avait les KKK qui représentaient une menace pour tout le monde et des enfants pouvaient disparaître, des pères pouvaient disparaître. Ben, ils inventaient eux-mêmes une petite patrouille, les hommes étaient armés, puis ils restaient en groupe, puis ils faisaient le tour du quartier. Puis quand tout le monde était rentré à la maison, qu'on est sûr que tous les enfants sont rentrés, tous les jeunes qui vont au collège sont rentrés, OK, c'est beau, là, ils se séparaient, puis ils retournaient à la maison. Fait que Angela Davis, elle a vécu elle a vécu la vie de Black Panther avant même d'être une Black Panther. Donc, pour elle, ce n'était pas des choses qui étaient si nouveaux parce que les Black Panthers offraient aussi ce service de pouvoir se surveiller le quartier parce que, ben, sinon, qui va le faire? La police vient. Dans le fond, Black Panther, c'était comme si c'était pour la communauté, avec la communauté, par la communauté. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, c'est ça, elle a été une Black Panther, une grande activiste aussi dans le Black féministe. Elle fait partie justement des pionnières qui vont parler de l'intersectionnalité. Donc, bien que maintenant, on essaye de blanchir l'intersectionnalité, mais elle fait partie des pionnières, justement, qui a compris, justement, à travers ses voyages, elle a pu comprendre que l'oppression ne s'arrête pas toujours à un seul niveau. Une femme noire va subir deux sortes d'oppression, non seulement parce qu'elle est noire, donc sa race, mais aussi son sexe. Et rajouter, si en plus cette femme noire, elle est lesbienne, ben là, oubliez ça.
Là, tu rajoutes une autre oppression encore. Donc, elle fait partie de ces pionnières, puis je pense que c'est très important d'en parler parce que l'intersectionnalité est très in en ce moment. Oui. Et on a tendance à oublier que les pionnières étaient des femmes noires, donc des Black activistes américaines. Donc, hello, un petit rappel. Yes, cheers and down! Yes. Ta mère est venue cheer seulement, je te dis. Non, mais c'est une façon de chaleur ces femmes-là aussi, de se rappeler pour... C'est un message pour nous aussi, oui. Oui. Mesdames, c'est un métier, on cheers et tout, mais c'est un message pour nous aussi, là, de montrer que à travers des situations peut-être impossibles ou improbables où toi, tu penses abandonner, mais non, là, il y a des solutions. Si toi, ton instinct te dit lève-toi et combat, ben lève-toi et combat. C'est ça. Tu comprends, tu as une mission pour, bats-toi pour, puis c'est ça, là. Moi, clairement, c'est ce que je retiens de ces trois femmes-là à date qu'on a parlé, là. Pas beaucoup d'entendre des histoires comme ça, puis c'est pour ça que c'est important de faire l'émission aujourd'hui. Pour moi, c'est comme ça nous donne une force de plus. Tu dis, si elle était capable, ben moi aussi, je suis capable. Là, on a trois femmes qui ont pu comme, avoir ce courage, cette force. Fait que nous, ça nous donne une certaine force. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est important de connaître sa source. Juste pour rien. Parce que ça peut t'amener une force que tu ne pensais jamais que tu as à l'intérieur de toi. Tout à fait. Les femmes ont fait des belles choses, des grandes choses. Puis il faut qu'on entende cette histoire-là et qu'on se le répète régulièrement. Pour quand on sort dehors, moi, je vais me rappeler de demander à quelqu'un de se mettre à quatre pattes pour que je m'assoie. En fait, je vais plus loin que ça. C'est sûr, mais aujourd'hui, j'espère que vous n'avez pas des servantes qui vont faire ça, mais c'est une façon de nous rappeler de marcher la tête haute aussi. Exactement. Puis de se rappeler que si tu doutes de ta valeur, il y en a qui vont s'amuser à te rabaisser. Ah oui. Tu vas t'asseoir par terre parce que tu vas croire que c'est là ta place. Donc, c'est plus comme ça que je le vois, en fait. Surtout nous, en tant que femmes noires, tu sais, au travail, on rit trop fort, tu as peur. T'as peur d'être trop black. Oui. Tu fais attention. Tu ne veux pas changer de cheveux trop souvent parce qu'on va commencer à te poser des questions. Il y a toujours une retenue, tu vois. Donc, de se rappeler, quand tu sais qui tu es, tu gardes la tête haute. Tout à fait. Just be. Be you. Yes, be you. Be you, do everything. Peu de temps, c'est même terminé. On se revoit mercredi prochain. Puis on va parler, parce que comme j'ai dit au début, on parlait de 6 femmes, mais la surprise, c'est qu'on fait 3 ce mercredi et mercredi prochain, on va parler de 3 autres. J'espère que vous avez retenu quelque chose de qu'est-ce qu'on vient de dire. Who won the world? Girls. Who won the world? Black girls. On se voit mercredi prochain. Winnie, t'es là avec nous. Et on se voit mercredi.